Alors bonjour Jean-Hervé Lorenzi, merci beaucoup de participer à notre rencontre. Votre chaire, donc transition démographique, transition économique, est un lieu de recherche et de débat sur l'impact du vieillissement et la longévité sur l'économie et la société française. Alors vous êtes également président du Cercle des économistes. Qu'avez-vous à dire sur cette vaste question? Je vais vous dire les choses de manière très admirative pour ce que fait AG2R La Mondiale. Je le dis avec sans le moindre biais personnel, je veux dire, sauf amical. Et puis le travail qu'on a fait avec Terra Nova est très intéressant. Vous allez la voir, Thierry ne l'avait pas, mais moi je l'ai parce que je suis pistonné. C'est super et je trouve ça décrit. Il y a de ça 2-3 ans, j'ai été à une réunion de la Fédération française, qui s'appelait à l'époque des sociétés d'assurance, et j'étais à côté d'André Renaudin. Et c'était une réunion sur la dépendance. C'était la 12 millième réunion sur la dépendance, le financement de la dépendance. Et je me souviens très bien que l'intervention d'André avait été très passionnante et pour moi un vrai choc, parce qu'il avait en réalité quantifié ce que représentait ou ce que représenterait le financement des aidants, qu'ils soient d'une manière informelle ou formelle. On va reprendre le distinguo qui a été fait tout à l'heure. Enfin, disons ceux qui sont des professionnels et ceux qui le font sur un registre familial ou amical. Et les chiffres étaient très étonnants. Alors, il y a des tas de chiffres qui ont circulé. Je crois que dans le rapport, on parle de 11 milliards d'euros, que ça représente 11 milliards. Peu importe. C'est des chiffres qui sont totalement, j'allais dire, surprenants et qui donnent à cette réflexion que nous avons en France sur la dépendance j'allais dire, un point nodal absolument majeur, c'est comment on finance tout ça. Alors en France, comme d'habitude, on a sorti, je fais la 5e branche. Merveilleux, ça veut dire, ça a été rédigé. Évidemment, personne ne sait comment ça se finance. Évidemment, personne n'a la queue d'une idée sur la manière dont on peut réfléchir et faire améliorer les conditions dans lesquelles les aidants professionnels peuvent être en réalité attirés. Au moment où on va avoir vraisemblablement un pic de chômage dans les mois qui viennent, c'est clair que c'est un secteur d'activité, le secteur d'activité, je parle sous le contrôle de Thierry, qui est vraisemblablement où il y a le plus fort déséquilibre entre la demande et l'offre d'emploi. Donc c'est absolument majeur. Et puis, sur le fond, on a j'allais dire, dans la chair, peut-être essayer de réfléchir à se dire, puisque c'est si important les problèmes de financement, puisque le problème ne va faire que croître, je crois qu'on va passer de 2 millions j'allais dire, de personnes qui ont perdu l'autonomie au double. Enfin, personne n'a que d'une idée sur le sujet, c'est des chiffres qui sont... je suis trop économiste pour croire un instant aux prévisions qui sont données. Mais enfin, disons que ça va augmenter de manière significative pour des raisons tout simplement de vieillissement de la population. Il faut essayer d'avoir une vision globale du sujet. Alors, je vais essayer de la résumer de la manière suivante. Il nous semble d'abord, et alors on l'a démontré, donc c'est un travail qui a été fait par la chaire qui est très remarquable, et je le dis d'autant plus que c'est évidemment pas moi qui l'ai fait, c'est le fait que si, à partir du moment où les gens prennent leur retraite, ils ont des activités qui sont des activités que nous avons appelées socialisées, mais qui sont des activités en réalité j'allais dire, de réflexion, d'amélioration, de travail sur des domaines auxquels ils ne connaissent rien, etc., etc., on s'aperçoit que l'impact sur la rentrée en dépendance est reculé alors, les chiffres, nous avons sorti le chiffre de 3 ans, d'autres sortent le chiffre de 5 ans, c'est énorme. Je ne sais pas si vous voyez que l'entrée en dépendance en moyenne, c'est 83 ans. Si il s'avère qu'on repousse de 3 ans, c'est financièrement. Je vais prendre ce biais terrifiant de parler de finance. C'est absolument majeur. Donc, premier point, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et derrière tout ça, il y a cette idée que c'est même la structure de société de vieillissement qui évolue. Parce que à partir du moment où la génération qui rentre dans les périodes, la 3e, 4e période de la vie, comme l'a dit tout à l'heure André Renaudin,
et qu'elle est très active, qu'elle a des activités socialisées, c'est évidemment une définition même de l'organisation sociale qui se modifie. Le deuxième sujet, c'est que peut-être là aussi problème de financement, partout du financement, il y a toute une partie de la population qui n'a pas les moyens de faire face à un état de dépendance. La pauvreté sur les plus de 85 ans, vous voyez la période qui correspond à peu près à cette période, elle est, je ne sais plus, de 15 à 20%. Donc c'est énorme. Et donc il faut trouver des moyens qui permettent, de garantir aux plus de 80 ans, disons ceux qui rentrent dans cette période dangereuse, d'avoir un minimum, j'allais dire, qui est au-delà du minimum vieillesse. Nous, on l'avait calculé entre 1 000 et 1 200 euros, c'est très important. Et puis deuxième aspect, il faut vraisemblablement essayer de faire que on ait, pour ceux qui sont vraiment dans la grande difficulté, des moyens, alors je fais juste une petite parenthèse, d'utiliser ce qui est très important dans notre pays, c'est-à-dire le patrimoine. Les gens ont un patrimoine en France c'est un des gros problèmes macroéconomiques français, c'est que le niveau moyen des patrimoines est très supérieur au niveau moyen des revenus, et notamment des revenus minimums et tout ce qu'on peut imaginer. Donc essayer de transformer le patrimoine, souvent évidemment le logement, en quelque chose qui peut donner un supplément. Troisième aspect, nous sommes convaincus, comme la FFA et la Fédération française Assurance, vous allez voir, on va arriver aux aidants maintenant, qu'il faut une assurance obligatoire à partir de 40 ans. On a fait le chiffrage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui simplement, comme ordre de grandeur, montre qu'il n'y a rien de dirimant dans cette affaire-là, puisque si on se cantonne au GIR 1, 2 et 3, c'est-à-dire les moments lourds, on peut apporter 500 € de plus si les gens mettent 19 € tout au long de leur existence à partir de 40 ans. Donc on voit bien que c'est un problème soluble. Et puis, quatrième chose, les aidants. Alors les aidants, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Thierry avec beaucoup de talent, et dévoiler ce document qui donne beaucoup de solutions, mais on a fait, nous la chaire, on a eu le même regard que celui de Thierry, donc on ne peut pas le reprendre, ça le ferait beaucoup moins bien. On a simplement regardé toutes les expériences qui sont menées un peu partout dans le monde, et tas de pays qui sont très très, j'allais dire, en avance sur les affaires d'aidants informels et formels par rapport à ce que nous sommes. Les aidants informels, sur l'ensemble des GIR, donc sur des dépendances qui sont assez légères pour les GIR 5, c'est plus de 10 millions de personnes, 11 millions de personnes, c'est énorme. Et sur la catégorie qui est, j'allais dire, confrontée à des problèmes de dépendance très lourds, les aidants informels, il y en a quand même beaucoup, et plusieurs millions, peut-être, alors on ne sait pas bien tout ça, mais je suis toujours un peu sceptique sur les chiffres qu'on donne, mais disons qu'on s'aperçoit qu'ils sont très confrontés à des difficultés formidables, et dedans, plus du tiers se trouve avoir un job à côté. Vous imaginez, vous avez un job, vous travaillez chez AG2R, et puis vous avez en même temps la prise en charge de votre vieille maman qui, par ailleurs, a besoin de soins permanents et qui n'a pas tellement d'argent. Donc, on a regardé comment, au-delà de ça, il fallait faire. Et j'allais dire, au fond, si je reprends les deux catégories, qu'elles soient informelles ou formelles, on retrouve à peu près les mêmes idées qui sont inspirées de ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire dans les autres pays, il y a des centres de ressources informels à Taïwan, enfin je ne vais pas vous citer tout ce qu'ils font, le Québec, enfin ils sont top, alors ça ne correspond pas tout à fait au découpage méditerranéen et avec l'idée du rôle de la famille qui n'est évidemment pas le même et qui est structurant dans l'évolution des sociétés, mais on s'aperçoit que, j'allais dire, au fond, il faut, j'allais dire, pour les uns et pour les autres, leur apporter deux soutiens majeurs. Alors pour les informels, et notamment pour les jeunes, je crois qu'il y a 500 000 jeunes qui se retrouvent en situation d'avoir à jouer ce rôle-là, qui font des études par ailleurs. C'est arriver à leur permettre de mener de front les deux activités. Alors
comment est-ce qu'on fait? D'abord, il faut les soulager, et notamment pour ceux qui sont confrontés à des situations de dépendance extrêmement lourdes. Il faut pouvoir, quand ils sont épuisés, les remplacer automatiquement, avoir des relais. Enfin, il faut mettre en place des vrais dispositifs qui n'existent pas pour le moment, Donc, il faut penser le sujet de manière très intégrée. On se prend ces personnes qui souvent sont, complètement dépassées par la lourdeur des 2 tâches qu'elles mènent, travail ou études et prise en charge. Puis le deuxième aspect, toujours pour les informels, c'est notre proposition, qui est assez banale d'ailleurs. Il y a eu des efforts. On propose, je crois, dans la loi 3 mois sur toute une vie de prise en charge des aidants pour les dépendances lourdes. Nous, c'est autre chose. C'est en réalité, on met le SMIC, l'heure qu'ils consacrent. Toujours pour les G1, 2 et 3, on le rémunère au SMIC net. Et ça fait, je crois, on a fait un calcul qui vaut ce qu'il vaut, mais qui n'est pas très important, puisque c'est entre 1 milliard et 1,5 milliard. Mais donc, à la fois un soutien, de prise en charge des difficultés, des moments où les gens savent plus s'en tirer, des problèmes psychologiques que les gens peuvent connaître, et puis une rémunération tout simplement parce que les gens, c'est un boulot qu'ils font. Pour les formels, c'est-à-dire pour les professionnels, Thierry a parfaitement décrit la situation. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un besoin énorme dans des métiers qui sont incroyablement difficiles, très difficile de s'occuper d'une personne très âgée et qu'il faut complètement prendre en charge. Beaucoup d'entre nous, et moi j'en ai une expérience personnelle comme des millions d'autres personnes, donc ça n'a rien d'étonnant, mais j'ai trouvé que c'était très très difficile. Et donc il faut arriver à faire là aussi 2 choses, évidemment mieux les former, évidemment mieux les rémunérer, évidemment leur donner des perspectives, évidemment leur permettre d'être soutenus dans des moments où ces métiers dangereux, le mot a été employé par Thierry, des métiers qui sont dangereux sur un plan à la fois psychologique et parfois physique. Ces métiers dangereux, il faut pouvoir avoir au fond une espèce là aussi de prise en charge collective de ces risques pour ces personnels. Y compris évidemment une formation. Alors, j'ai beaucoup aimé ces mots que vous avez retrouvés dans ces mots de formation à la bienfaisance. J'aime bien la bienveillance et la bienfaisance. Je trouve que c'est deux jolis mots qui correspondent à 2 bonnes idées. Mais surtout, et c'est là où je trouve que dans notre rapport avec Terra Nova, on a peut-être apporté avec l'expérience des autres pays quelque chose d'assez nouveau qui s'appelle en fait le care management, c'est-à-dire qu'au fond on voit bien qu'il va y avoir beaucoup de mélange entre des dispositifs de maintien à domicile, d'informel, et Thierry a cité le chiffre de 60% pour les pays de l'Union européenne en moyenne, qui étaient en réalité pris en charge par la famille, les amis, etc. De professionnels de bien meilleure qualité, des EHPAD qui sont alors des EHPAD extérieurs, des EHPAD hybrides, on fournit une partie service. Tout ça devient un dispositif qui converge vers des systèmes beaucoup plus complets, beaucoup mieux organisés. Et ça, organisation, ça signifie des gens qui savent l'organiser, qui savent dire, tiens, monsieur X ou madame Y est totalement informel, et on peut plus, pendant 24 heures, on va la remplacer, mais ça s'organise tout ça. Et c'est le rôle de ce care management, c'est-à-dire ces métiers. Conclusion. Tout ça, partout, ça coûte beaucoup d'argent. Je reviens à André Renaudin et les chiffres qu'il avait donnés, qui avaient d'ailleurs été très intéressants dans la discussion qu'on avait eue par la suite. Et donc, aujourd'hui, ce qui me pose problème, c'est que la loi a été suivie d'un rapport par un homme tout à fait respectable, qui a sorti
toutes les propositions, il y en a une vingtaine, une trentaine, de quoi mettre dans la rue 80% des Français. C'est-à-dire, et je t'augmente les CSG des vieux, et je te rajoute une petite taxe par-ci, je te fais sûr, enfin, pardon l'expression, mais des conneries absolues, c'est-à-dire des trucs qui ne marchent pas. Ça ne marche pas, évidemment que ça ne marche pas. Donc il faut penser à un dispositif, je pense que c'est le cœur du sujet, à la fois de care management, je le mettrai un peu tout en haut, c'est-à-dire parce qu'on peut imaginer que ce care management est aussi en la responsabilité d'améliorer la formation des professionnels, etc. Donc vraiment de prendre en charge un dispositif qui par nature est intégré, et puis cet ensemble qui coûtera peut-être en plus, au-delà des 27 milliards qu'on dépense aujourd'hui, peut-être 10, 15 milliards d'euros. Donc c'est des sommes qui ne sont pas, vous direz, c'est 15 jours de Bruno Le Maire, c'est rien de plus. Mais 15 milliards, c'est peut-être... Le problème, c'est que c'est rémanent, c'est pérenne. Il faut trouver des solutions. J'ai été un peu exaspéré par des formules toujours à la française, de toujours sortir un beau discours sur la 5e branche sans comparer et sans le confronter plus exactement à un réalisme financier. Bon. Ce sera forcément, j'allais dire, des prises en charge. J'ai eu une longue discussion avec André Renaudin. Il faut essayer de trouver des solutions. Il n'est pas absurde de penser qu'on puisse cumuler à la fois des assurances qui sont pour le moment, il y a 7 millions de personnes en France qui ont des assurances dépendance. Enfin, c'est que dalle, c'est pas ça qui résout le problème. Peut-être faut-il vraiment la rendre obligatoire et puis demander aux générations, la génération qui prend sa retraite jusqu'au moment où cette génération est en risque de dépendance, de prendre en charge assez largement ces sujets. Donc il y a vraiment un mélange, mais c'est un problème absolument compliqué. Quand je vois les réticences des retraités à avoir leur CSG augmenté d'un point et demi, on a l'impression que le sort du monde est en train d'être mis en balance avec et la sécurité mondiale être mise en péril. Je trouve que il faut qu'on ait ça maintenant en préalable. Il est vraisemblable qu'il faut trouver l'argent où il existe. Et aujourd'hui, vous le savez, les retraités sont en moyenne, parce qu'il y a des pauvres, il y a beaucoup de pauvres, mais il y a en moyenne légèrement supérieur en revenus disponibles bruts, selon la formulation de la comptabilité nationale, à celui des actifs. C'est évidemment absurde. D'autant plus qu'ils disposent de finances externes. Donc voilà, je suis plus interrogatif. Je trouve que toutes les solutions qui ont été proposées par Terra Nova et par la chaire sont excellentes. Si je disais ça, Thierry ne me serrerait plus la main. Et la personne qui a rédigé le rapport ne me parlerait plus. Donc c'est top. Mais le job est plutôt devant nous que Très bien. Voilà. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. Merci.